Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Les invités, on vous entend pas. Dites bonjour, non? Salut à tous. Il a pas dit bonjour. Ouais, Salut. Ça va les gars? Ouais, bonjour à tous. Bienvenue sur The V Radio, épisode numéro 4. Après un petit break, on est de retour avec des invités très très spéciaux qui sortent tous les deux un projet le 29 avril. On s'est dit que c'était une bonne occasion de les inviter. Donc à ma gauche, j'ai l'homme qu'on appelle Mwaka Boss. Yeah, moi. Oh, merci beaucoup. Et qui est Kalash. Comment vas-tu, mon gars? Ça va, mon frère Héros. Ça va? Ça va doucement, tu connais, mon gars. Ouais. En face de moi, là-bas, j'ai le gars qu'on appelle aussi Kobo le Noir. Yes. Mais dernièrement, il m'a dit: ah, gars, vous mettez des lunettes, c'est vraiment noir. J'ai dit: mais gars, c'est comment ton blaze? Bizarre, toi. Comment tu vas, Kobo? Très bien, et toi, mon gars? Ça va doucement, tu connais. Si. Et à ma droite, comme d'habitude, j'ai l'homme qu'on appelle Quadra Bersiman et Motherfucker Camps. Ça, je l'ai pas vu venir. Ah ouais, mon pote, tu l'as pas vu venir celle-là. Comment tu vas, mon gars? Ça va. Alors dis-moi, là je suis sur le Bercy, donc quelles sont tes sensations après avoir réalisé un peu cet exploit? Franchement, honnêtement, j'étais pas prêt, je crois. Ah ouais? Pas prêt, mais moi, c'est toujours après. J'avoue, dans un an, on en reparlera. Ouais, merci beaucoup. Ouais, j'ai pas le truc direct. Donc les gars, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Je vous ai demandé de m'envoyer une playlist, au moins 20 morceaux. Yeah. Moi j'en ai choisi 10. Comme ça en même temps, ça fait une petite surprise pour vous. Vous allez dire: oh, qu'est-ce qu'il a mis? Ah, pourquoi il a pas mis ça? Yeah, ouais. Ça fera une petite discussion. Et là, je vais vous donner aussi une petite mission. C'est-à-dire, on a un jeu qui s'appelle le face-à-face. Moi, je ne joue pas. T'as dit Buffalo. Non, gars, pas de Buffalo. Là, on est à l'eau, t'as vu, on est sain et arrogant. Calme. On est en sécurité. Voilà, vous inquiétez trop, pas pas aujourd'hui. trop, Aujourd'hui, pas trop calme. sécurité, Non, bien sûr. Dem, ça dit pas trop. Ouais. Pour l'instant, ça va. Donc, le face-à-face, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à la fin du podcast, vous pouvez poser une question de votre choix aux deux autres invités. La question, vous êtes toujours rêvé de lui poser, ou une question, voilà, de savoir peut-être, est-ce que c'est vraiment vrai ceci? Est-ce qu'il a vraiment fait cela? Je ne sais pas. En tout cas, vous voyez comment ça donne. Ah oui, il faut réfléchir, parce que quand je reviens dessus, les gars, faut pas oublier. Okay. Donc là, je vais lancer ma première playlist à moi. Comme d'habitude, c'est toujours très calme. Après, ça monte un peu en puissance. Donc, je sais pas, vous allez kiffer. The V Radio, épisode 4, c'est parti. The V Radio, la radio sale, la radio noire. Aïe. T'es très chill, ta playlist. Ouais, j'ai dit, hein. Première partie, Santos très calme. Lover, là. Est-ce que vous avez compris les Love. paroles? D'abord, c'était pas du love, les gars. Vous parlez anglais. Ah, il y avait des morceaux un peu. Non, c'était calme. Mais c'était lourd. C'est toujours du love. Merci beaucoup. Que du love. Donc moi, j'avais une question à vous poser aussi, parce que la dernière fois, je parlais avec Dems hors antenne, comme j'aime bien dire. On avait un petit débat, en fait, sur la musique en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de musique? Est-ce que vous pensez qu'il y a la surproduction de musique en ce moment? Moi, oui. Je le pense, mais c'est pas quelque chose qu'on puisse reprocher. Mais je trouve qu'il y a trop de musique et ça, c'est devenu trop automatique. C'est-à-dire, c'est que le vendredi, tout dépend du vendredi. Ouais, j'avoue. Donc l'entrée en playlist va dépendre du score midweek. En fait, c'est devenu plus de la comptabilité que de la musique, quoi. Bien dit, ça. Donc je trouve qu'il y a je peux pas dire qu'il y a trop de musique parce que les gens expriment leur art, c'est un exutoire, c'est bien, ça, la musique nourrit les gens. Mais il y a trop de musique qui sortent au même moment, à la même heure, sous le même format, sous le pouvoir des mêmes. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est trop, c'est pas libre en fait. Ça fait genre c'est à l'usine, Ouais, c'est conditionné un peu. c'est conditionné. Il faut suivre une autoroute. Ouais. Moi, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, je pense vraiment que les artistes qui sont pas, j'ai envie de dire, des têtes d'affiche, qui peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, ils doivent pas sortir le vendredi pour moi. S'ils veulent se démarquer, Complètement d'accord. sors n'importe quel jour, en fait. Crée ta vibe, crée ton univers, crée ta connexion avec les fans. Quand tu rentres dans le vendredi, t'as 10 000 sorties. C'est pas ton moment. Ouais, c'est pas ton moment. Tu le crées même pas, en vrai. Et donc voilà, Kobo, toi, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une surproduction, tu vois. Et même quand tu es un artiste en développement, tu le sens vraiment. Tu sens que quand tu dois sortir un projet, il y a une énorme concurrence autour de toi, tu vois. Et tu es obligé de t'adapter, tu vois. Et c'est pas évident, tu vois. Avec l'évolution de la technologie aussi, les plateformes de stream, tu as tout le monde qui balance des trucs. Et du coup, tu es obligé en permanence Toi, tu le vis d'être comment? créatif, tu toi vois. Honnêtement, j'essaye de pas me mettre trop de pression, tu vois. J'essaye de pas me mettre trop de pression et de me dire que il faut juste s'adapter à son époque. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que tu as le choix. Soit tu fais comme tout le monde et tu fais tout pour rester dans l'actu et balancer des sons en quantité, tu vois. Soit tu fais l'inverse et t'essayes de proposer des projets de qualité
après un certain laps de temps, tu vois, tu te permets d'attendre, voire même 1 an, t'attends un petit peu, tu te fais un petit peu rare. Et quand tu reviens, tu balances un truc vraiment lourd et t'es sûr qu'on va un peu parler de toi, tu vois. Après, moi, ce que je pense aussi, c'est la surproduction, pour moi, elle a toujours existé. Et moi, pour moi, la différence, elle est dans l'accès. L'accès aujourd'hui, il est beaucoup trop simple. Yeah. Il y a moins de recherche, il y a moins d'affinité avec un album. C'est-à-dire que tu écoutes une musique, tu prends le morceau que tu aimes bien, tu mets dans une playlist. Avant, on faisait pareil avec des CD en vrai. Mais le fait que tu prennes un CD, tu prennes un marqueur, que tu écrives toi-même le truc, et que tu ailles chercher un CD, et que toi, tu as une affinité qui était différente pour moi. Tout Donc, à parce fait. que je regarde aussi des fois, je regarde un peu, t'as vu, les mecs comme Jay-Z et tout ça, ils ont sorti des projets presque chaque année pendant 10 ans, tu vois. Donc je pense vraiment que la surproduction, elle existe toujours, mais l'accès aujourd'hui, il est très différent. Et le mode de consommation aussi, il est très différent, tu vois. Oh, le truc Moi, t'as avant, posé. avec les CD, tu vois, j'écoutais les albums dans l'ordre, tu vois, tu traques un à la fin, tu vois. Aujourd'hui, avec les plateformes, je crois que les gens, ils écoutent aussi en désordre. Ouais, de fou. Direct, j'écoute d'abord les feats, et puis après, j'écoute le reste, tu vois, et direct, tu te fais ton avis sur le truc, tu vois. Ouais. C'est vrai que la tracklist n'a plus le même sens. Plus le même impact, ouais. Sens maintenant pour les gens. Ça a changé. Ouais. Pour l'artiste, c'est différent, je pense. Hein. Pour l'artiste, moi, je fais des tracklists avec l'idée que la personne va découvrir l'album avec ce son-là, donc elle va rentrer pour pouvoir comprendre la track d'après. Mais j'ai déjà vu des gens proches de moi qui me disent le premier son que je vais écouter, c'est celui avec Bounty Killa ou c'est celui-là. Je dis mais non, mais écoute de la track 1, tu vois. Tu vois, essaye de Ils ont- comprendre déjà la tracklist, faut tu vois, comprendre le qu'il y a un travail sens. artistique de l'artiste, comment il a boulé, comment il a agencé les tracks, tu vois. Exact. Et je pense qu'on a perdu un peu ce côté-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour partir de nouveau sur les plateformes, moi j'avais vu qu'à l'âge, toi, tu t'étais battu pour que le streaming arrive vraiment sur les îles, soit comptabilisé comme en France. Ouais. Ça en est où en ce moment? Ben, ça y est, normalement c'est bon. Ah, lourd. On a réussi à. En fait, avant, aux Antilles-Guyane, Spotify n'était pas. Les écoutes des gens n'étaient pas comptabilisées comme des ventes d'albums, comme dans le score. Et on s'en est rendu compte. On s'en était déjà rendu compte il y a plusieurs années, avant Mankamoun, je crois, à l'arrivée du stream. Et c'est après vraiment qu'on a eu un contact. Après des années, on nous a dit qu'en fait, ça dépendait d'un clic. C'est ça l'explication. Qu'il y a un clic, il y a quelque chose qui n'a pas été cliqué Non. et qui n'avait pas été débloqué pour. Parce que quand on a eu cette discussion, genre 2 semaines après, le problème était réglé, quoi. Alors que ça faisait près de 4 ans qu'on essayait de faire en sorte que les écoutes aux Antilles soient comptabilisées dans les écoutes de France, quoi. Parce que bon, les Antilles sont françaises. C'est comme pour l'Afrique aussi. Hein. Moi, je pense que, tu vois, là, on voit vraiment, c'est beaucoup les pays, on va dire, anglophones en Afrique qui bénéficient un peu du streaming. Mais les pays francophones, on voit toujours qu'il n'y a pas encore cette évolution. Et je pense que ça change quand même la donne en termes de chiffres. Ça changerait même la façon de faire de la musique. Exactement. Si notre public de base, que ce soit en Afrique ou aux Antilles, avait le même pouvoir que le public en France, on se sentirait pas obligé de faire certains sons dans une certaine langue, dans un certain format, parce que les artistes sont obligés des fois de s'adapter pour essayer. Ça marche pas vraiment quand tu essaies de créer de forcer une formule. Mais si tu sais que tu as un public derrière, que tu n'as pas besoin de t'adapter à un autre public, forcément, tu vas faire un son, par exemple, que en créole ou que sur la musique en zouk, sur la musique traditionnelle. Mais là, tu es obligé d'essayer de vendre à un autre public, puisque les chiffres de chez toi ne comptent pas en vrai. Et les gens chez toi, ils ne savent pas ça, donc ils se disent, genre, c'est une rosta chez nous, mais ils sont où les disques d'or, ils sont où les disques de platine. C'est vrai, ça. Hein. Tu vois? Donc ça met l'artiste dans une position bizarre, tu vois. C'est vrai que les certifs, en fait, c'est toujours la France, en fait. Ouais, c'est toujours la France. C'est toujours un peu l'Occident. Et les certifs ont créé un mépris des artistes qui n'en ont pas, quoi. Exactement. Tu vois, exactement. On a trop accès aux chiffres, trop accès aux premières C'est semaines. ça que je trouve bizarre, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, et je trouve vraiment en France, parce que moi, je regarde des fois beaucoup de choses, et l'accès aux chiffres, il n'est pas aussi simple qu'en France. En France, c'est des médias qui sont spécialisés, c'est genre, toutes les semaines, il y a les midweek, et je trouve que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, moi, je voulais savoir aussi, enfin, pas en tant qu'artiste, excusez-moi, je ne suis pas un artiste, mais je voulais dire, en tant que mec de la musique, moi, je voulais savoir, vous, les artistes, comment vous définissez aujourd'hui le succès? Parce que c'est sûr que des fois, on va dire c'est les chiffres. Est-ce que pour vous, ça compte réellement? Mon cas, le succès, il est spécial. Par exemple, le morceau que j'ai sorti, La Tombolo, pour moi, c'est un succès, alors qu'il n'est rentré dans aucun média. Mais l'accueil qu'il a reçu
du fait déjà de son format, qui est un format, c'est de la musique traditionnelle, nigérienne, c'est en full créole, il y a des mots de l'ancien créole, bon, il y a beaucoup de vues, tout ça, mais c'est même pas un score de ouf niveau stream, c'est-à-dire c'est pas un truc qui a été certifié en une semaine ou deux, mais l'accueil qu'il a reçu, c'est-à-dire qu'il a mis tout le monde d'accord musicalement, mes anciens fans, mes nouveaux fans, même des gens qui me connaissent pas, je trouve que ça c'est un succès. C'est pas un succès médiatique, c'est-à-dire qu'il est rentré direct dans des playlists de radio, sur Sky, sur Énergie, mais je le prends comme un succès parce que il y a même de voir des gens dire j'aimais plus qu'à lâche, mais là je ferme ma gueule, ça c'est du succès déjà. Ah ouais, je vois. Quand tu fermes des gueules, ça déjà c'est pour moi un signe de succès. Et pour vous, Kobo et Dems? Moi, je suis d'accord avec Kalash. Je pense que le succès, c'est avant tout la reconnaissance de son public, de sa fanbase, tu vois. Après, d'un point de vue professionnel, c'est vrai que on est toujours attrapé un peu par cette réalité des chiffres qui nous limite un petit peu, tu vois. Mais voilà, pour moi, faut juste s'adapter et faire avec, tu vois. En tant qu'artiste en développement, il y a toujours cette hantise là. Moi, quand je sors un projet, je suis toujours en mode qu'est-ce qui va se passer, comment ça va donner, comment truc. Mais là, je regarde avec du recul mon projet précédent, je l'ai sorti. Il n'a pas eu un succès commercial de ouf, tu vois. Mais il a quand même eu un succès d'estime qui a permis un peu d'en faire parler un peu au niveau des médias et surtout de me construire justement une fanbase solide qui me permette de sortir un deuxième. Donc du coup, personnellement, je le considère comme un succès, tu vois. Ouais, je comprends très bien. Et toi, Dems? Moi, j'ai toujours du mal avec le succès, en fait. C'est un truc que j'arrive pas bien à le définir. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a le succès commercial, puis t'as l'aura. Tu vois, tu peux venir et tu dégages quelque chose, en fait. Tu dégages quelque chose que tu ne sais juste pas expliquer. Puis t'as l'autre où c'est vraiment, vous avez fait une opération marketing incroyable qui fait que ça touche même les gens qui n'écoutent pas la musique, ça passe en radio, blablabla. Puis t'as le truc l'aura que tu sais pas définir vraiment parce que c'est une forme de... Après, je pense que pour vous trois, ça se voit quand même. Que dans le choix que vous faites même des singles, c'est des choix qui, je pense, qui sont esthétiquement parlants pour vous, avant tout, plutôt que de faire, par exemple, le truc qui fonctionne. Et je peux vraiment, que ce soit ton bolo, que ce soit pour toi Fucked Up, ou toi, les morceaux que tu sors. Je pense que c'est clair que la musique prime toujours, en fait. Mais tu sais que c'était tu nous as dit de réfléchir aux questions, c'était ça ma question à Damso. Désolé. C'était quoi la définition du succès pour toi? Désolé. Parce qu'il peut faire 4 Bercy d'affilée et rentrer chez lui et blasé, tu vois. C'est vrai, c'est la réalité aussi. Comme tu peux le faire et vouloir célébrer les 4 Bercy, ou genre le voir comme un fardeau, ça dépend. Hein. Moi, en fait, la célébration, je célèbre jamais, en fait. Moi non plus. Ouais, je célèbre jamais. Mais il faut célébrer, on m'a appris. Clara m'a appris qu'il faut non, célébrer. des fois, il faut célébrer. Des fois, il y a des moments, tu vois, faut même les mettre plus un petites étapes, faut célébrer. En fait, moi, la célébration, je la vis, c'est quand je crée, tu vois. Là, j'ai l'impression que, enfin, j'arrive pas à me mettre dans un, peut-être c'est juste pas mon émotion première, tu vois. J'ai pas ce truc-là, tu vois. Mais quand on est en studio, par exemple, regarde toutes les fois on est en studio ou même avec toi. C'était des fêtes. Voilà, pour moi c'est à ce moment-là qu'on crée ou après tout de suite c'est regarde on a fait combien de morceaux mais c'est le moment pour le sortir du coup là il y a des réflexions des trucs. Pour moi ça je le mets pas dans la célébration. Okay. Tu vois c'est comme ce moment ici bon si on enlève les micros pour moi c'est comme si on était un jour normal par exemple. Je sais qu'on peut se poser écouter du son et puis démarrer un truc. On est dans c'est ça que je célèbre en fait. Le reste je vois ça comme voilà, la définition du succès pour moi c'est le résultat. Pourtant le vrai moment pour moi c'est quand je crée. Le reste après c'est juste le résultat, c'est des gens qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé et puis tu fais la somme de plein de gens qui ont aimé, ça te fait un disque d'or, la somme de plein de gens et ainsi de suite, tu vois. Et justement quand vous allez en studio des fois, est-ce que vous vous dites là il faut que je fasse un tube? Ça vous arrive ça? Moi personnellement non. Moi non. Je me pose pas ce genre de questions, tu vois. Moi je me disais ça. À un moment, je me disais ça quand je voyais... Tu sais, quand je voyais il y a des périodes où il y a un format qui prédomine. Ah ouais. Quand il y a eu... Le dernier en date dans ma tête, c'est quand il y a eu la période de Niska et NASA, Joli Bébé. Ce que les gens ont appelé Zumba, qui est en fait du zouk. C'est ça. Ouais. Et je me suis dit, ça, c'est la formule de chez moi. Donc ça va être facile pour nous de le faire. Donc j'ai fait un morceau qui s'appelle Oula. Et là, j'étais sûr. J'ai dit ça, on va me rentrer, Énergie va me rentrer, enfin, nanana. Et finalement, ça n'a pas
plus que ça, tu vois. Donc là, c'est quand tu rentres au studio en mode, je sors pas d'ici sans un hit de ce format-là. Et ça marche jamais. En tout cas, dans mon cas, ça marche jamais quand je veux faire un truc d'un certain format avec une idée déjà préconçue. C'est pas magique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça rejoint un peu ce que je pensais par rapport aux questions aussi. J'allais vous demander, en fait, à vous deux. Les gars, c'est à la fin. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il faut quand même que je la pose. Alors, j'ai une autre question après, mais pose la question maintenant. Vas-y, j'aurai une troisième question bonus. En fait, quand vous avez fait Mokamoon, est-ce que vous vous êtes dit on va faire un hit ou c'est juste l'énergie du moment? Ça s'est fait naturellement ou c'était calculé? Je sais pas comment Damso l'a vécu. Tu vois? Mais j'attends qu'il réponde. Mais moi, d'abord. Moi, il y en a peut-être un qui a calculé l'autre. La tête de mes enfants, les gars. Je faisais le morceau et j'étais en train d'attendre les pistes de Vybz Kartel et il mettait du temps à envoyer. Donc, puis Roman, il a mis la prod de Mokamoon. Et je me disais, bon, vas-y, je vais faire un Yaro dessus. Et je pensais à Kartel qui fait des sons très imagés. Donc je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais en train de fumer un joint qu'on m'avait ramené d'Amsterdam. Donc j'ai commencé à... Et j'avais déjà ce flow que j'avais fait avant à Miami sur une prod dans un son avec Booba, qui n'est jamais sorti. Et j'avais déjà ce flow qui venait... Après, la suite, ça a été de l'impro. Et j'envoie une note vocale, mais vraiment juste comme un partage pour Damso. Genre, je lui dis, écoute ça, ce que je viens de faire, machin. Et il me répond tout de suite, envoie. Donc je me dis, si lui par contre il me dit envoie tout de suite, parce que Damso il aime bien te dire bon, on va réfléchir, donne-moi le temps de penser la chose, mais là ça a été animal, c'est genre envoie. Et je crois qu'il m'a envoyé le couplet, c'est le couplet le plus rapide que j'ai reçu. Et je me suis dit, c'est spécial là quand même. Hein. Le nom, j'ai donné à l'album le nom du truc. J'ai placé quelques phrases dedans parce que je me disais, quand Mokamoon aura fait mouche, c'est que j'avais quand même espoir dedans. Pas que ce soit, pas le mot hit, mais genre, on a fait un truc spécial. Mais dans la création, c'était vraiment instinctif, quoi. C'était vraiment animal. Ouais. Mais c'est après que j'ai réalisé que c'était un succès quand, tu sais, on nous disait, platine, diamant, premier pendant des mois, je comprenais rien au streaming, rien aux chiffres. C'est là que j'ai appris les chiffres. Pareil. Après, j'ai dit, mais en fait, on était les chefs, en fait. Mais pendant le moment, je trouvais. Clara me dit, tu veux un disque comment? J'ai dit, je mets un disque avec des feuilles de cannabis dessus. C'était une blague, hein. Mais c'est après que j'ai vu qu'en fait, c'était un des trucs les plus sérieux de l'histoire du streaming, quoi. T'as vu, c'est ouf. C'est dingue. Et Dame, ça compte ta version à toi? Moi, c'est marrant, j'ai pas calculé du tout. Si c'était un tube ou pas. C'est genre, putain, la prod elle est lourde, le flow il est lourd. Vas-y, j'ai un flow. Et il m'avait dit, en plus, fallait le rendre assez tôt. Et là, j'ai dit... c'est le dernier son de l'album. Let's go, on va au studio. Et pendant que j'allais, en fait, j'avais encore rien. Donc, du coup, j'étais avec Tracy, d'ailleurs. On écoute la prod pendant tout le long. Et je commence à taffer un peu déjà sur la route, tu vois. Puis j'arrive... Ah, tu l'avais pas ce couplet là? Non, je l'avais pas. En fait, j'avais un bout d'un truc qui existait déjà un peu au début, mais que, à un moment donné, le flow, il est rentré dans ma tête. J'ai dit, ok, let's go, j'y vais dessus, tu vois. Et quand j'arrive, on t'écrit, puis ça s'arrête plus jusqu'à la fin, là où même on n'entend plus très bien ce que je dis. Ah ouais, non, à la fin, il a forcé. Il y a eu un bug. Ouais, en fait, il y a eu un bug. Et je pensais que c'était volontaire. Ouais, c'est ça. Tu sais, à la fin, il y a un bug dans l'instru, elle commence à se métamorphoser, on comprend rien. Et je me suis dit, putain, il a déjà fait un edit, il fait de la réal. Il me dit, non, je te renvoie, c'est un bug. Il dit, non, c'est bon comme ça. Regarde. Ouais. Mais c'est quand ça fait succès, tu te rends même pas compte. Tu te rends pas compte parce que moi, c'est. Jusqu'au clip, même pour moi, c'était sûrement tranquille, tu vois. Le son, on a fait un son, c'est lourd. Mais moi, quand vous me dites ça, moi, ça me rassure parce que je me dis, c'est la magie de la musique, en fait, tu vois. C'est ça. Tant que tu restes vraiment passionné dans ce que tu fais, ça peut devenir n'importe quoi. C'est ouf. Et c'est peut-être justement quand tu calcules trop que le truc, il rencontre pas forcément. Je pense que c'est bizarre. Ouais. Là, je pense vraiment qu'il faut cesser les calculs et... Même tu peux faire un feat avec, je pense vraiment, avec Taylor Swift ou Justin Bieber calibré, ça peut être un immense flop. Ça arrive souvent aux États-Unis, ça. Ouais. Ça arrive tout le temps. Tu fais des gros feats et ça fonctionne pas parce que c'est pas organique, il n'y a pas le truc. Ça fonctionne pas. J'avais une autre question aussi. Étant donné qu'on parlait du succès, de comment vous vivez ça, comment vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites pour quitter un peu, déconnecter Dems, on a déjà répondu à ça avant, mais pour Kalash et Kobo, qu'est-ce que vous faites en dehors de la musique pour vous ressourcer ou pour vous évader? C'est dur, hein.
Ouais, j'ai entendu une respiration là, chez les deux. Moi, j'essaye de, on va dire, rester connecté avec les choses les plus simples de la vie, en fait, tu vois. Ma famille, mes proches, tout ce qui me fait un peu oublier un peu tout ça, tu vois. C'est les choses simples, les choses les plus simples. Là, j'ai fait une grosse pause pendant un moment. J'ai fait au moins 6 mois au bled, 6-7 mois. Si. Au Congo, je suis du Congo à Kinshasa, tu vois. Et ouais, j'ai passé beaucoup de temps et je me suis surpris. Tu vois, parce qu'à un moment, ça bloquait, tu vois. Il y a eu la crise sanitaire et tout, ça bloquait. J'arrivais plus à faire avancer mes projets comme je voulais. Et ça commençait un peu à avoir un impact sur moi au niveau, tu vois, mental, psychologique, tout ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller au bled et je vais essayer de gérer ça là-bas, tu vois. Et une fois arrivé là-bas, quand le temps a commencé à passer, je me suis rendu compte, en fait, que ça me faisait du bien d'être déconnecté de tout ça et de pas faire de son, en tout cas de faire du son d'une manière différente, sans avoir forcément d'attente particulière, juste dire écoute, aujourd'hui j'écoute une prod, je fais un son. Ouais. Il fait chaud, il y a le soleil, je fais un son, peu importe ce qui devient, s'il est dans l'album, tant mieux, s'il est pas dans l'album, tant pis, tu vois. Donc c'est ce que je fais, tu vois, je me reconnecte aux choses simples et ça me permet de recommencer à faire du son comme avant que tout devienne professionnel, quoi. Moi, c'est, je pense, pour vraiment déconnecter, tu peux pas déconnecter si t'as toujours tes réseaux sociaux dans ton téléphone. Ouais, fort. Que tu peux partir à Hawaï ou en Islande, je sais pas. Tant que tu reçois les notifs, les commentaires, les avis, ou même les nouvelles du monde musical, je pense que tu peux pas ça déconnecter. impacte, hein. Ouais, tu peux pas. Donc, moi, déjà, j'habite à Paris, toute ma famille est aux Antilles. Donc, pour déconnecter, c'est soit on part en voyage ou on tourne en Martinique, ou au mieux ou ailleurs, ou faut que je fasse un effort pour couper les réseaux. Et ça, c'est un esclavage. Ah ouais. Tu vas regarder comme les réseaux sont nés presque pas en même temps que moi, mais Ah oui, t'es en plein dedans, quoi. je suis en plein dedans, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment quand on part aux Antilles où je me retrouve avec des vraies personnes, c'est-à-dire pas à distance, Ouais. quelqu'un à côté de toi, des discussions, les enfants, bon déjà on va pas mentir, le soleil, la température, tout ça, et un peu loin du studio aussi, Ouais. parce que le studio, je peux pas aller au studio sans réfléchir. Mais même sans poser, vrai. mais la réflexion dans le studio déjà me fatigue. Ah ouais. Tu vois, parce que je vais vouloir écouter des prods, et c'est physique, je trouve. Ouais, il y a un côté un peu industriel qui se met en place. Tu deviens un peu une machine. Tu veux dire, tu peux faire 5 sons en une seule session. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu fais ça plusieurs fois, à un moment donné, ton corps, il suit plus trop. Parce que tu vas vouloir t'arrêter. Quand tu vas rentrer à l'hôtel ou à la maison, moi, tu peux m'en vouloir. Genre, pourquoi j'ai pas posé sur ça? Je pense à cette prod-là. J'aurais pu finir ce son-là. Ouais, je dis, Alain, envoie-moi la prod, je vais l'écouter dans ma chambre. Ça, je connais. Ça devient comme un esclavage. Donc, toi, tu connais bien ça, Damso. Je crois qu'il a encore aujourd'hui à Jules. Il a dit à Jules, est-ce que tu as ton ordinateur avec toi aujourd'hui? Jules, il m'a regardé, il a dit, damn shit! Imagine, on va tous les 4, genre au Maroc, dans une villa. Ah, gars. Il faut pas qu'il y ait un micro. Ah non, c'est Sinon, tous les jours, on va en perdre un ou deux. Ouais, c'est clair. Et ça va pas être marrant au final. Parce qu'on parlait la dernière fois, on parlait de partir. En vrai, on a réalisé que c'était compliqué. On va partir, on va un peu faire semblant pendant 2-3 jours et après, ça revient, tu vois. Ça revient. Ton téléphone, tu regardes un truc. Et puis même, c'est des petits trucs, tu vois, tu regardes la télévision, tu vas voir un maillot et tu vas dire, oh, imagine si on fait un maillot. Tu vas dire, ah, C'est ça, c'est vrai. je te dis, gars, c'est tout. Tout te ramène à la musique et au taf. Ouais. Tout. De ouf. Et j'ai une question là, puis on parlait de réseaux C'était sociaux. ma deuxième question, ça. Non, les gars. Écrivez vos questions pour la fin, changez. Qu'estimes-tu être une retraite? C'était ça ma question. Ça fait 2. Bon, les gars, là, on a bien discuté. On va partir avec la deuxième partie de ma sélection. Vas-y. Ça bouge un peu plus. J'espère que vous allez kiffer The V Radio épisode 4. Yeah. C'est parti encore une fois. Voilà, ça c'était mes sélections. Sale. C'était lourd. Vous avez kiffé, hein? Deuxième partie, terrible. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça change de la première, hein, t'as vu. Oh, dis. Toujours la violence ou quoi? Relax. Voilà, on va repartir un peu dans l'actualité parce que quand l'émission sera dehors, vos albums seront déjà dehors. Yes. Donc là, je vais poser une question qu'on vous a sûrement déjà posée dans d'autres médias. Quel est votre morceau préféré dans votre album? À chacun respectif. Grosse question. Ah oui, grosse question. Moi, étrangement, pour celui-ci, autant pour le précédent, j'en avais quelques-uns que je préférais. Pour celui-ci, c'est quasi impossible. Je les kiffe vraiment tous Au même niveau? au même niveau, gars. C'est un truc de fou.
Genre quand je commence à écouter l'album, parfois je me dis je vais juste écouter ça, et puis j'écoute tout. Tu vois. Right. Ah là là, Kalash, il réfléchit là. Non, j'écoutais. Non, moi, pareil, vu le nombre de sons, vu que j'en ai laissé 21, c'est que j'ai pas réussi. Je voulais descendre en dessous, mais si j'ai mis 21, c'est que vraiment que je pouvais pas me séparer d'un morceau. Mais il y a un pour moi qui est beaucoup plus symbolique que les autres, du fait que j'écoute cette personne depuis petit et que je me suis un peu... j'ai été un peu éduqué grâce à lui musicalement. Au niveau du reggae dancehall, c'est mon son avec Bounty Killer. Ok, Parce que je l'écoute depuis tout petit et je connais tous ces shows que ce soit dans des caves, dans des sons, sous des festivals. On est né le même jour, donc il y a vraiment des choses particulières. Ah ouais, ça c'est. Ah, l'histoire est belle. C'est un gros kiff pour toi en fait. C'est vraiment un énorme kiff. J'avais fait un son avec lui en 2015 que je trouvais nul, donc on l'a pas sorti. Ok. Donc j'ai jamais sorti de son avec lui, et là, du fait qu'il soit venu sur un morceau du dancehall Chatas, donc c'est du dancehall de Martinique, donc je l'amène dans mon truc à moi, alors que c'est lui qui m'a influencé dans son truc à lui, donc je trouve que symboliquement c'est important pour moi, quoi. C'est-à-dire même si personne n'aime le son, c'est pas ton problème. Quand on a eu le son, j'ai dit que là on peut bloquer l'album, c'est bon. Ok, je vois l'énergie. Mais sinon je les aime vraiment tous particulièrement à celui d'avant, parce qu'ils ont tous une couleur que j'aime, et j'ai pas eu de direction sur cet album. Okay. C'est-à-dire j'ai pas eu ni de conseil de label, ni de pression. Je suis vraiment sorti de Diamond Rock et de la période du Covid avec l'idée de vraiment faire que ce que j'ai envie de faire. Okay. Que ce soit au niveau des feats ou des prods ou des thèmes. Donc ouais, j'aime tous les sons. C'est important. Ouais. Et c'est quel son dans votre album qui vous a le plus pris la tête? Genre le son vous peut-être revenu plusieurs fois, ou quand vous l'avez écrit, c'était un peu compliqué, l'énergie de retrouver un truc, et finalement je suppose qu'à la fin vous êtes satisfait, mais c'était lequel qui vous a vraiment le plus pris la tête? Moi je dirais Fumée épaisse, le feat avec Dems, parce que au départ je l'avais fait pour moi, et puis quand il a écouté, il a kiffé, il a voulu poser son couplet, et moi j'étais déjà dans des calculs avant, tu vois. Donc quand il a posé son couplet, après ça, si tu te rappelles, t'étais là justement à la session. J'ai même voulu qu'on fasse un deuxième morceau, tu vois. Donc on a fait un deuxième morceau et puis on est revenu au premier, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'avoue. Donc après, il y avait vraiment ce côté où je faisais que l'écouter, le réécouter, et je me disais, il m'a pris la tête en termes de, est-ce que c'est le bon track? Tu vois ce que je veux dire? Le délire. Il y a ce côté un peu, ok, c'est mon premier gros feat, il faut que ça se passe bien, nanani. Donc c'était vraiment dans des réflexions vraiment profondes, beaucoup plus que sur les autres morceaux où c'était plus naturel, quoi. Ça, je comprends ça. Moi, c'est le morceau qui s'appelle Masterclass. Okay. C'est celui, je pense que c'est le seul qui m'a pris la tête, parce que qu'on a dû revenir sur des lyrics, que ça faisait un peu débat, certaines choses que je disais. Je parlais à un moment de la Palestine, d'Israël, je parlais du vaccin, je parlais... j'avais une phase où je disais... j'aime ma Clara, c'est quoi le problème, t'as mis à la pute, elle est blanche, y a quoi, je mets du noir sous son fut. Donc on se disait peut-être ça va pas passer. Mais moi j'ai dit vas-y, je kiffe déjà, c'est ma meuf. Si elle valide, c'est bon, quoi. Non, tu vois, des débats comme ça, qu'il y avait ce morceau-là qui était, il y avait des lignes un peu problématiques qui pouvaient être mal interprétées si t'as pas mon explication. Et j'avais pas envie d'avoir à m'expliquer. Je suis fatigué de m'expliquer, tu vois. Donc les lignes sur Israël-Palestine, on les a. Ouais, je vois le délire. Ah ouais, puis avec les réseaux sociaux, ça va vite. Ouais, ça va vite, c'est mal interprété, et puis bon, on peut s'en passer, quoi. C'est pas indispensable. C'est vraiment ça. C'était pas des lignes indispensables. Moi, je voulais raconter l'histoire. En fait, j'aimerais que Kobo raconte l'histoire de comment il a connu Dems, parce que pour que les gens réalisent un peu que ça fait comme des années que vous vous connaissez. Yeah, ça fait des années. Putain. En fait, Damso, moi, si mes souvenirs sont bons, en tout cas. Ah, si, mais ils sont bons. T'inquiète, ça, c'est juste une petite figure de style. Là, pour pas mal. La politesse. Non, mais sérieux, on se connaît depuis. Je sais même plus. Je sais pas exactement quelle année, mais je sais que j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, c'est un ami en commun qui nous a présenté. Ouais. J'étais venu ici en Belgique en vacances. Il s'appelle Angelo. Voilà, ça c'est mon nom. Ouais, c'est un ami en commun qui nous a présenté. Et je me rappelle bien ce qu'il m'a dit. Je me suis présenté, il m'a dit ah salut, moi c'est Damso. J'ai dit ah Damso, mais on m'a dit que tu t'appelles William et tout. Il m'a dit non, Damso c'est mon nom d'artiste et tout. C'est mon nom d'artiste, je fais du son et plus tard j'espère que ça va payer, tu vois. En tout cas je suis sûr que ça va payer.
C'est la première chose qu'il m'a dite. Quand je l'ai rencontré, tu vois. Ah ouais. Là, Et- t'as quel âge là? Là, j'ai 29 ans. Je vais avoir Ah ouais, 30 ça ans fait là. méga longtemps. Ouais. Le visionnaire. Ça fait 16 ans qu'il t'a dit ça. Ouais, ça fait L'oracle. longtemps. Ça fait très longtemps. Ah, Et putain, du c'est coup, une belle quand histoire. je vois même ce que t'es devenu, c'est ça qui me choque en fait. C'est que tu m'as dit ce que tu allais devenir. En fait, le premier jour où je t'ai vu, tu vois. Et puis tu m'as convaincu de faire la même chose. Et c'est pour ça que je dèche souvent, tu vois, quand je repense un peu à C'est tout beau, ça. ce qu'on a traversé, à ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois. Je me dis, ouais, ça, c'est une vie, hein, tu vois. De ouf. 15 ans, c'est énorme. énorme, C'est tu énorme. vois. Non, Un truc de ouf. C'est un truc de ouf, tu vois. Kobo, c'était marrant parce qu'il avait. Tu vois, quand quelqu'un il rappe, il est trop chaud, mais il fait son même freestyle comme ça parce qu'il doute de faire l'autre freestyle que t'as pas écouté. Et, Parce que T'es t'as un juste bâtard. validé le pro. Non, je te jure, parce que. Non, en Non, mais fait, je vois le voyais délire, ça. je vois le délire. Puis après, je dis, mais t'as que ce texte. Et puis il dit, ah non, j'en ai d'autres. Et puis il te lâche d'autres trucs. Et puis là, je dis, mais gars, il fait un album. Ça, je veux dire. Ça, je me rappellerai dans la voiture toujours. verte, là. yeah. Laisse tomber. Je me rappellerai toujours quand j'ai vu le premier clip de Kobo et que je voyais tout le monde repartager. Et c'est tous des gens que je connaissais, tu vois. Je dis bizarre, c'est qui c'était tout le monde partage comme ça, tu vois. Tu dis bizarre. Ah, faut- Oh, tu vois, un mec il est masqué comme ça, il rappe, et tu vois, je suis quand même interpellé parce que c'est chaud, tu vois. On me dit non, on connaît, c'est ton gars là. Je dis quoi? Je dis oh, il rappe. Même ça, après il m'informe de toutes ces histoires de quand il parlait du rap. je te Et jure. franchement, le fait que t'aies pris les devants, surtout ce qu'on te disait avant, et franchement, parce que je pense vraiment, tu sais bien d'où on vient, je pense quand même que voilà, à un moment, tu peux entrer dans cette routine de se dire, vas-y, tu fais ce même freestyle, et Yeah. en fait, tu finis comme ça. Mhm. Tu finis dans ce rappeur qui fait le même freestyle. Moi, Ouais. j'interroge juste parce qu'il a raconté une anecdote. Moi, j'en ai une autre, Ah, t'es un mais bâtard. peut-être que tu sais pas. Mhm. Euh, Pas le À un moment pas un donné- buffalo, j'espère. non. Quand j'étais dehors, je pense que tu savais même pas que j'étais dehors. J'avais pas de thune, j'avais 34 centimes dans le compte. Ah, toujours? Oh ouais, et je me souviens, c'était un des seuls gars, je me souviens très bien ce jour-là, mais je crois que toi t'as pas calculé. Je devais absolument aller au forum parce que je cherchais un job aussi. Et j'avais pas de thune, à chaque fois je faisais à pied 1h30 comme ça de marche. Et tu m'avais passé 5 balles, tu m'avais dit, tu sais quoi, prends parce que t'avais que 5 balles. C'était 2,50€ pour le ticket de bus et 2,50€ pour une 12. Je me souviens très bien ce truc-là, j'ai pris ça, j'ai dit ah non, t'es trop un vrai, t'avais plus rien sur toi non plus. Donc ça, je te fais un vie parce que ça, ce truc-là, vraiment, ça m'avait mis très bien ce Vis jour-là. sur nous, frérot. Ouais. Vis sur nous. Des beaux souvenirs, des C'est beaux beau, souvenirs. Ouais, j'avais Investi oublié, sur le ça me Bitcoin. fait chaud au cœur. C'est ce que là, il va le fort. Ouais, je te jure. Je te jure, gars. Et justement, moi, je voulais savoir maintenant que t'es dans la musique, toi, Kobo, à quel moment tu t'es dit, là, il faut que je passe ce step? Que je prenne ça vraiment plus au sérieux. C'est à partir du moment, je pense, c'était quand Damso a signé au début, tu vois, 2015, 2016. Ouais. Ouais, c'était vers ces périodes-là. Parce qu'en fait, moi, j'avais ce truc où je faisais du son, mais c'était pas aussi sérieux que lui, tu vois. Lui, il avait vraiment l'intention de, voilà, que tout soit carré, que ça devienne professionnel, se structurer, etc. Moi, j'étais vraiment en mode, ok, je sais rapper. Je rappe pendant les soirées, je montre aux potos que je sais rapper, on s'amuse, on rigole. J'avais pas cette vision sérieuse de la chose, tu vois. Mais après, au fur et à mesure aussi que je côtoyais Damso, je l'accompagnais au studio et je voyais l'évolution, tu vois. Et donc, je pense que ça s'est fait progressivement. En voyant son évolution, je me suis dit, et nos discussions aussi qu'on a eues, à un moment, je me rappelle, il me donnait beaucoup de conseils, en tout cas, à ce niveau-là. Il me disait, ouais, frérot, t'as un talent, t'as un truc, il faut que tu l'exploites, il faut vraiment que tu le prennes au sérieux parce que il y a plein de gens autour de nous qui ont le même talent ou qui sont même plus talentueux, mais qui négligent, tu vois, et qui finalement se gâchent leur vie parce qu'ils exploitent pas les dons que Dieu leur a donnés, tu vois. Donc il y a eu ce côté à un moment quand il a signé et que vraiment il y a eu l'album, tout ça, Batterie Faible, etc. Je me suis dit, ouais, il faut que j'aille en studio. C'est à partir de ce moment que je me suis dit, il faut vraiment que j'aille en studio, sinon je vais passer à côté d'un truc, en fait. Si. Et toi, Kalash, à quel moment t'as vraiment senti que, là, je suppose que voilà, en Martinique, sûrement aussi, t'as vu tout ce qui est dancehall, tout ça. Enfin, c'est comme pour les gens qui rappent, tu vois, tu le fais. Et à quel moment tu t'es dit, là, il faut que je devienne un peu plus professionnel, il y a un truc à faire? Je me suis dit ça très tôt. Je me suis dit ça. Je devais avoir 16 ans, 15-16 ans quand je commençais à faire les premiers sons de système. Mais le fait que tu sois mélangé sur la scène, enfin, tu passes avant, mais sur les mêmes scènes que des mecs confirmés. Après les mecs confirmés du pays, il y a un Jamaïcain confirmé, donc qui est entre guillemets une méga star. Donc
tu commences à rentrer dans un jeu où tu dois être sérieux, quoi. Mais ça avant les médias. C'est vraiment dans l'attitude, dans le mode de vie, dans la préparation des shows. Moi, c'est d'abord venu avec les shows que le studio, parce que le studio, on n'en avait pas. C'était des mecs des mecs qui étaient au campus qui en avaient, qui ouvraient les portes du studio que quand ils pouvaient. Donc c'était vraiment beaucoup de freestyle, comme Kobe et Damso disaient. Et sur la scène, quoi. C'est que vraiment, c'est par rapport à là où on me plaçait dans les shows, que je commençais à me dire, ça y est, je commence à rentrer dans le bain, le vrai bain, quoi. Ah, t'as commencé par la scène, en fait. Ouais, j'ai commencé par la scène avant d'avoir des sons enregistrés. C'était vraiment des sons que j'avais, genre on est entre nous et vous savez que j'ai un son sur tel instru, mais je l'ai jamais enregistré, quoi. Ok. Et j'allais le chanter en son de système. Donc devant des gens qui connaissent pas le son. Donc c'est là qu'on voyait un peu les réactions des gens selon les lyrics. Si ça pouvait pas être un hit, mais si ça pouvait être un morceau qui aurait un public, quoi. Lourd. Ouais. C'est lourd. Et le son Bendo, est-ce que pour toi c'est un moment, on va dire une période charnière ou pas? Parce que moi, je me rappelle très bien quand je l'ai vu et j'ai vu l'engouement qu'il y avait autour, je me suis dit putain, c'est chaud là, tu vois, il y a un truc qui se passe, tu vois. Le clip, tout le monde le partageait, c'était trop chaud. Est-ce que pour toi tu l'as senti aussi pareil ou pas? Ouais, Bendo, ça a été mon plus grand moment au niveau de ce qu'on appelle, genre, tu sais, être surpris. Ouais. Maintenant, tu peux être surpris, mais pas comme j'ai été surpris avec Bendo. C'était déjà au niveau des Antilles, c'était le clip à avoir fait. On parle encore comme ça, hein, les records, en millions de vues, le plus vite de l'histoire. Le soir même où il est sorti, dans 1 heure après, il y avait des soirées. Quand ils l'ont joué, il y avait des vidéos, genre les gens, il y avait des explosions de joie, quoi. Donc les gens attendaient que le son joue 1 heure après. Normalement, tu fais un petit recul d'un week-end, une semaine. Et ouais, l'effet qu'il a eu même en France, ça a changé carrément ce que j'avais sur les épaules, quoi. C'est-à-dire j'avais plus de gens qui m'écoutaient, du fait que le son soit dans la forme sombre, mais dans le fond, que ce soit un message conscient où je dise je veux pas mourir dans un bendo, Dieu m'a donné un don, je veux pas mal finir, quoi. Yeah. Donc ça m'a ramené des gens plus matures, des adultes qui me disent c'est bien que tu parles comme ça aux jeunes, des jeunes qui se reconnaissent dans le clip, il y a des armes, tu vois. Donc il y a eu un mélange un peu de tout qui fait que ça m'a donné une autre ampleur, quoi, ce morceau. Ouais. Ah, c'est chaud. Moi j'avais une question aussi à vous poser. Je pense qu'on est tous... je sais que vous êtes français, tu vois comment. Mais je pense en venant d'outre-mer, s'imposer vraiment genre dans le système, on va dire, de la métropole, de la musique, et nous en tant que Belges aussi, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver plus souvent, ou bien c'est quand même encore très difficile au jour d'aujourd'hui, avec les plateformes, avec les YouTube, et quand même en étant belge, ou peut-être en venant des îles, devant dire vraiment percer en France? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la Belgique, et grâce à 2 personnes, à Stromae et à Damso, la Belgique a été plus acceptée en tout cas qu'avant, je trouve. Parce qu'avant, c'était, en tout cas de ce que je voyais, le rap, c'était la capitale, c'était Paris. Il y avait bien sûr Ayam à Marseille, mais c'était Paris, c'est-à-dire j'entendais pas de mecs prônés qui viennent de Lille, de Rouen, toi, tu prônes jamais Strasbourg non plus, hein. Non, parce que je connais pas Strasbourg. Ah, lui, il a placé celle-là. Mais je pourrais si je connaissais. T'es un enfoiré. C'est qu'il est né à Strasbourg, mais jamais. Non, je peux pas, je connais pas. Et en plus, les raisons du départ sont sombres. Ok, on va rester là. Je vais te raconter après. Mais je pense que la Belgique, ça s'est retourné et vraiment genre un extrême. Il y a une hype autour de la Belgique maintenant avec Damso, Stromae, Hamza, Angèle. Enfin, je trouve que les gens ont plus tendu l'oreille et ouvert leur esprit, quoi, à accepter du rap dur qui viennent d'ailleurs que de cités de banlieue parisienne, tu vois. Moi, je trouve que en tout cas c'était comme ça, comme que je voyais les choses. Je voyais que c'était Paname 93 surtout. Après c'est 92, etc. En ce qui concerne les Antilles, c'est autre chose. C'est un cliché qu'il fallait enlever, que je pense avoir enlevé. Déjà du cliché de Champol, parce qu'au début, avant de faire Bendo, les maisons de disques qui nous ont approchés, nous parlaient comme ça, en face à face, hein, on va faire de toi le nouveau Sean Paul, le nouveau Shaq. Ça, c'est des choses qui me font me lever de la table et ne jamais revenir, tu vois. On nous a dit ça à Sony, tu vois, des trucs comme ça. Et il y avait un cliché à enlever
du filet rouge jaune vert, du palmier, du jet ski. Là, je peux le refaire maintenant. Mais c'est pour ça que je suis arrivé avec Bendo. Je voulais pas arriver avec Baby, on va wine, tu vois. Il y avait trop de clichés sur ça, là. Que des mecs avaient mis avant, mais involontairement, mais ils ont été choisis en tant que quota. Ils ont dit, c'est les Antilles, ça va être ça. Ils ont dit les Antilles, ça va être Colonel Réel, ça va être ça. Tu vois, les Antilles, ça va être Cacassave. Les Antilles, ça va être compagnie, tu vois. Alors, c'est pas la faute des artistes, c'est un choix, je pense, qui a été fait médiatiquement au niveau des maisons de disques en France. Tout à fait. Le quota Antilles, ça va être ça. Donc, quand j'ai fait Oula, par exemple, ils ont dit Énergie, ils ont dit non, le son, il est magnifique, mais on a déjà Dadju. Alors que je pense que Beyoncé sur le même son que Rihanna, ils vont jouer les deux. Ils vont pas dire on a déjà Rihanna. Tu vois. C'est vrai que ce côté un peu de caricatural un peu des choses, parfois ça bloquait, parce que même nous en tant que Belges, on était vraiment les petits frères, tu vois ce que je veux dire, on était moqués. Ouais, on est toujours peut-être les petits frères gentils, alors que j'ai appris qu'ici il y a des choses hyper sombres qui se passent. Mais c'est l'image qu'ils laissaient passer de la Belgique. Ouais, il y a toujours un tas dans l'inconscient collectif, il y a toujours un tas de préjugés comme ça qu'on colle aux gens qui viennent un peu d'ailleurs, tu vois. Et puis je pense que c'est des petits trucs aussi qu'on fait toujours pour marquer le fait qu'ils viennent d'ailleurs. Tu vois, il y a toujours ce côté, il y a nous et puis il y a eux. Tu vois, les Belges, les Antillais, tu vois, il y a toujours ces petits trucs. Mais après, voilà, Dieu merci, la musique aussi réussit à s'imposer. Hein. On a eu la chance aussi d'avoir des deux côtés des artistes qui ont eu des très bons succès commerciaux. Et après, d'office, ça permet aussi à ceux qui se développent d'avoir un peu plus de visibilité, tu vois. Il y a une certaine crédibilité, tu vois, qui est là aussi, donc ça fait plaisir. C'est vrai. Là, on va passer maintenant à la playlist de Kobo. Franchement, une très belle playlist. Merci, mon gars. Très diversifiée. J'ai fait mon petit choix dedans. Avant de mettre play sur cette playlist, j'ai une question à vous poser, parce que comme j'ai vu vos playlists, quelles sont vos sources d'inspiration ? Les personnes vraiment, les chanteurs ou les rappeurs qui vous ont vraiment inspiré quand vous étiez plus jeune à faire de la musique? Moi, je dirais Tupac, Michael Jackson, Bob Marley. Et putain, c'est la même chose. Notorious Big. Les principaux, en tout cas, je dirais ces quatre-là. Moi, petit, Michael Jackson, Tupac, Bob Marley, c'est les trois. Ado, Admiralty, Bounty Killer, ces deux-là, et Lil Wayne. Mais petit, c'est vraiment exactement comme lui. C'est comme Kobo, c'est Bob Marley, Michael Jackson et Tupac. Je trouve que c'est les génies de chaque discipline. C'était eux. Ouais. Moi, en tout cas, c'est les premiers clips que j'ai regardés dans mes souvenirs. En tout cas, c'est California Love, tu vois, le clip de Michael Jackson où ils sont comme des monstres là et tout. C'est mes premiers souvenirs, quoi. Sale. Vraiment une très belle playlist, beaucoup de découvertes. Merci à toi, mon gars. C'est fou. Là, on va repartir un peu. J'ai une question à poser à Kalash. Dis-moi un peu, toi, tu es de quel côté? Est-ce que tu es du côté Vybz Kartel ou du côté Mavado? Quelle question, merde. Parce que, non, toi, t'as eu les deux sur l'album. Ouais. Comment t'as fait déjà? Est-ce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient sur le même album? Je les ai prévenus. Ah ouais? Ils ont accepté? Je leur ai demandé avant, ça les dérangeait pas. Oui, ils ont accepté. C'est de ouf, ça. Mais j'ai demandé, parce que s'il y a un que ça dérangeait, j'aurais enlevé, parce que ça fait partie de mes artistes préférés sur la scène dancehall et de mes plus grandes inspirations actuelles. En tout cas, à l'époque où j'ai fait l'album. Movado, je l'ai eu parce que l'un des mecs qui m'a enregistré s'appelle Steven, D-Genius. Ok. Et c'est l'un de ses ingénieurs phares. Et je lui ai dit que je voulais faire un son avec Movado. Il a demandé à Movado. Movado était OK. Donc j'ai été posé chez Movado. Et Kartel, je l'ai eu parce que son ingénieur, c'est celui qui a enregistré aussi l'album à Miami, c'est Roshan. Donc il m'a mis en contact avec Kartel et ça s'est fait comme ça. Mais pour choisir un camp, ça va être compliqué parce que humainement, je connais très bien Movado, donc on est poteaux. Kartel, on s'est jamais rencontré vraiment. Je l'ai vu de loin, mais il est en prison à vie, donc c'est compliqué. Et dans la guerre qu'ils ont eue, dans le clash qu'ils ont eu, moi j'ai vu le clash en direct et j'ai trouvé qu'il y avait un match nul. Ça s'est fini trop vite. Pour moi, il n'y a pas eu de vainqueur. Donc, je ne pourrais pas dire qui a gagné ce clash. Mais c'est un débat qu'on a souvent j'imagine, avec des potes sur qui a gagné le clash. J'en ai déjà parlé avec Movado aussi. Mais en tout cas, c'était quelque chose de ouf. C'était quelque chose de ouf. Mais je dirais plus Movado. Parce qu'on se connaît. On se connaît bien. On a déjà fait plusieurs morceaux ensemble. On a déjà voyagé ensemble, fait des scènes ensemble. Donc, ouais, je dirais Movado. Et toi, Kobo?
C'est On va vibes. aux vibes. Ouais. Je dirais. Je dirais vibes quand même. Hein. Ah ouais. Vibes quand même, ouais. J'ai passé certaines soirées sur ces sons-là. Avec un beau souvenir. Les souvenirs noirs. Ouais, j'ai des bons souvenirs. Et toi, Dems? T'es pas trop dancehall, toi, mais. Ouais, je sais pas te dire. J'aime juste le son. Mais les deux sont très très forts. Cartel, Ouais, Cartel, c'est ce qu'on peut appeler un vrai génie. C'est un génie, ce mec. Et c'est- Vraiment fort. Ouais, même, ouais, c'est vraiment incroyable. Bon, moi, je suis un mec, c'est Gaza, t'as vu? D'office. Yeah, man. Peu importe les circonstances. Donc, moi, j'avais une question à vous poser aussi, maintenant, en tant qu'artiste. Je pense que souvent, on voit vraiment la vie que vous menez. On va dire, c'est un peu les strass et paillettes. Quels sont les sacrifices aujourd'hui que vous pouvez dire que vous avez pris pour vivre cette vie-là? Parce que je pense qu'on ne met pas souvent en lumière les sacrifices des artistes ou de l'être humain, Ouais. des choses que vous vous privez, des choses que vous ne pouvez plus faire. Ouais, ben voilà, déjà, sacrifier son intimité, sacrifier sa santé, sacrifier une partie de sa santé mentale. Au début, quand t'es plus jeune, tu penses que t'es invincible, donc tu sacrifies un peu ta santé physique dans les nuits blanches, dans l'abus d'alcool, dans la drogue, la fumée, dans le manque de sommeil. Donc ouais, c'est des sacrifices déjà pour toi-même et aussi sur ta vie de famille. Tes enfants, tu les vois peu, tu t'éloignes de ta famille. Comme moi, je suis venu habiter à Paris. Donc ouais, il y a beaucoup de sacrifices. Donc c'est pas une vie quand des plus jeunes ou mon fils me dit qu'il veut être rappeur, c'est tout ce que je lui souhaite pas, quoi. C'est d'être artiste, en tout cas actuellement. C'est pas le meilleur endroit ou le meilleur milieu pour s'épanouir par rapport à ce qu'il pense que c'est. Si l'art c'est ce qu'il veut, mais lui c'est plutôt la fame. Donc je lui dis c'est vraiment pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu penses. Ce que tu vois sur la scène quand la lumière s'éteint, les choses redeviennent sombres. À des moments c'est plus difficile que d'autres. Là ça va beaucoup mieux, mais il y a des moments où tu te dis vraiment, t'as l'impression de faire des choses pour des gens alors que personne ne fait rien pour toi. Tu vois le syndrome que je dis. Le public te dit merci, mais quand la lumière s'éteint, c'est le merci me soigne pas. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue. Donc c'est pour ça qu'après tu dois grandir et commencer à prendre soin de ton mental, de ta santé, de tes choix. Tu feras d'autres sacrifices qui te font perdre des possibilités, comment on dit ça? Des opportunités dans le business, mais tu gagneras en bien-être, en tranquillité, en paix. Ouais, voilà. Et pour vous, Kobo et Dems? Moi, je suis d'accord, totalement d'accord avec Kalash. Hein. Je pense que c'est ça, c'est sacrifier son temps, son énergie, une partie de sa vie privée, de sa santé mentale. C'est un métier assez paradoxal parce que au devant de la scène, tout va bien, et puis quand les lumières s'éteignent, effectivement, c'est là qu'il y a vraiment la vraie réalité de l'artiste, tu vois. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. C'est un métier qui aussi te rapproche quelque part des gens que tu ne connais pas et t'éloigne des gens que tu connais. Ça t'éloigne de tes proches, de ta famille, c'est ça, hein, c'est pas mal de sacrifices, en tout cas en temps, tu vois. Moi aussi, j'ai ce côté où je vivais au bled avant. Je suis venu en Belgique pour faire mes études. Après, je devais retourner au bled. C'était le plan. Mais après, la musique est rentrée dans ma vie et ça a tout changé parce que je me suis rendu compte que même juste aller au bled, passer un mois, c'est un truc de fou, tu vois. Là, j'ai fait 7 mois au bled dernièrement. Mais pour avoir le temps de faire ça, j'ai fait 10 ans en Belgique sans retourner, tu vois. Donc, tu vois un peu la balance des trucs. Je pense que c'est ça. Après, il faut... Je dis beaucoup ce mot-là, faut s'adapter, tu vois. Faut s'adapter et faire avec. Moi, personnellement, le travail que je fais, c'est que j'essaye de continuer à garder le plaisir, en tout cas dans la musique, tu vois. Quand je sens que ça va pas, je coupe tout. Mais quand je reviens vraiment en me disant, ok, je suis content de faire des concerts, je suis content de sortir un album, je suis content de passer ce genre de moment, tu vois. Je suis d'accord fort. Donc ouais, faut s'adapter et essayer de garder un équilibre entre la passion et le travail, quoi. Toi, Dems? J'ai écouté les réponses, mais je me souviens un peu exactement de la question. C'était quels sont les sacrifices que les gens ne voient pas, mais qu'aujourd'hui tu peux dire, ah ouais, c'est quelque chose que tu vois que les gens ne voient pas et qui aujourd'hui t'impacte réellement en vrai. Moi, c'est bizarre à dire, mais le sacrifice, je le vois pas comme ça, en fait. Je le vois même pas vraiment quand je crée. Le sacrifice, je le vois surtout quand on attend des choses de moi que j'attends pas pour moi-même, tu vois.
c'est plus là que je commence à me rendre compte qu'on me dérange, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Des proches ou des gens lointains qui vont attendre que je sois présent, alors que je le suis déjà même pas pour moi, tu vois. Que je n'oublie pas des anniversaires, alors que j'ai même pas envie de fêter le mien. Et c'est plus à ce moment-là que je vais dire, là, le mot sacrifice va rentrer, dans le sens où vous voyez pas que moi je sacrifie ça, mais à la base, pour moi, ce sont pas des sacrifices, en fait. C'est juste ma life. Mais c'est toujours au moment où on va attendre des choses de moi que j'attends pas de moi-même, que là, je trouve que c'est comme si on venait m'exposer un peu un égoïsme autrui, tu vois. Ouais, leur problème, en vrai. Ouais, en mode, t'es pas présent, t'es pas ceci, mais je suis déjà pas présent pour moi, je suis déjà pas présent pour mon fils. Comment tu peux te placer au-dessus de tout ça, déjà, tu vois. Je trouve ça un peu prétentieux, et c'est à ce moment-là que je commence à dire, je sacrifie ce temps-là, je sacrifie, mais à la base, c'est même pas que je sacrifie, c'est parce que c'est plus fort que moi. C'est genre, je me lève, je dois faire ma musique, et puis après, je dois aller en concert, je dois faire ceci, je dois faire cela, parce que aussi je dois manger. Et pour moi, c'est une forme de routine qui, bien évidemment, dans ma propre vie, oui, parfois ça va pas, parfois mon fils me manque et ceci et cela, mais ça concerne que moi. C'est plus vraiment le moment où les gens entendent de moi ce que j'attends pas de moi. Là, je peux parler de sacrifice un peu. Ouais, C'est un autre aspect, mais ça fait partie du truc, quoi. Ouais. Il y a un hypnotiseur qui m'a donné un conseil il y a 2 ans. Il m'a dit qu'il est très néfaste pour un artiste, en tout cas quelqu'un d'exposé aux fans, aux supporters, d'avoir un moment de gloire et de le couper en rentrant en loge et en rentrant chez lui après. Que psychologiquement et pour le cerveau, que c'est hyper destructeur. Donc je lui disais, c'est quoi la solution ? Et il me disait que il me dit, dès que tu descends de scène, bien sûr je ne l'ai pas appliqué, j'ai appliqué ça une semaine. Quand tu descends de scène, il faut redescendre pendant au moins 1 ou 2 heures, être entouré. C'est-à-dire ton ami, tes amis, ta meuf, les gens que t'aimes, restent avec toi pour que l'artiste redescende. Le temps de redescendre du moment de grâce, il appelle ça le moment de grâce sur scène. Parce que nous, on sort de scène, on va à l'hôtel. Moi, je vais à l'hôtel, je vais dormir tout de suite. Mais il me dit, c'est super mauvais pour la santé mentale de sortir de scène, de couper court. Il faut redescendre, être accompagné, célébrer le moment qu'on vient de faire. Je lui dis, mais je vais pas célébrer chaque concert si j'en ai 4 par week-end. Il me dit, il faut célébrer les 4 à petite dose, mais genre, c'est bien ce qu'on a fait, bravo, on parle un peu et après tout le monde va dans ses appartements, quoi. Tu vois, il y a des trucs comme ça qu'on fait pas. Hein. Moi, je rentre direct à l'hôtel et la lumière s'éteint. C'est pour ça que j'ai la lumière s'éteint. C'est faux que tu dises ça parce que j'en parlais avec mon équipe aussi avant qu'on commence l'émission. Je leur disais, moi, je supporte plus trop les chambres d'hôtel. Je préfère qu'on prenne un B&B où on est tous là. Je supporte plus les hôtels. Parce qu'en fait, après avoir vécu des moments très intenses, quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel et que t'es tout seul, mec, tu vois, le contraste, c'est un truc de fou. Ouais. Ce silence-là, quand t'es dans la chambre, tu dis, putain, je suis solo, en fait, tu vois. On fait des je croyais que c'était... D'où les afters. C'est là. Et qu'il y a toujours des... À fond, t'as besoin d'être entouré, tu vois. T'as besoin vraiment d'avoir un équilibre entre ce gros moment de gloire et ce qui se passe après, tu vois. Ouais. Mais je voyais ça avec vous, quand je voyais vos premiers concerts. Ouais. Les après-concerts, c'était mieux que le concert. Vous étiez très nombreux et l'après c'était jusqu'au lever du soleil. Donc on avait le temps de allez, là on est fatigué. Toi il y avait un après, quoi. Il y avait un deuxième show entre nous, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est important, mais après ça te fait faire des nuits blanches. Après c'est un cercle vicieux. C'est ça, cercle vicieux, ce métier. Ouais. Moi j'ai une autre question aussi un peu plus générale. Il y a beaucoup de débats souvent quand on parle de tout ce qui est culturel par rapport à la musique, par rapport au hip-hop. Est-ce que vous pensez que le rap ou le hip-hop en général a déjà appartenu aux Noirs, pour de vrai ? Ça dépend si on parle d'appartenance. Si dans l'appartenance on parle d'argent ou on parle juste de Non, moi je parle de du culture. Tu vois, bien sûr que l'écriture, bien sûr que les acteurs les principaux, ils sont noirs. Mais je pense qu'on est dans une industrie. Ouais, mais le réalisateur, il est blanc, il est pas noir. C'est ce que je dis. Donc, je connais pas chaque chef d'industrie dans les différents pays, mais je pense qu'à partir du moment où, c'est cliché ce que je vais dire, mais c'est la vérité, où dans tous les bureaux dans lesquels tu vas rentrer, où le boss du label est blanc, je parle de la France, tu peux pas dire que ça appartient aux Noirs. Mot pour mot, noir et blanc. Je rentre dans n'importe quel label, le chef, qu'il soit gentil ou pas gentil, c'est un blanc, donc je pense pas, non. Tout simplement. Le chef de la radio ne l'est pas. Si le chef de la radio l'est,
il garde sa couleur, mais son esprit change. Le pouvoir le corrompt. Il oublie ses promesses, il oublie ses idées, il oublie sa culture, il oublie ce qu'il devrait mettre en avant. Donc je pense que non. En médias et en maison de disques, ça n'appartient pas. Ouais, moi je pense aussi c'est ça. Il y a une distinction vraiment à faire entre le côté artistique, la création artistique pure. L'art nous appartient, tu vois. On crée la musique, on crée la culture. Ça nous appartient. Mais à partir du moment où on commence à parler de business et qu'il faut diffuser cet art par différentes plateformes, différents trucs qui ne nous appartiennent pas, il y a directement un rapport de force aussi qui s'installe, tu vois. Et moi, je ressens parfois ce truc quand je fais mon album. Donc pendant la phase d'enregistrement jusqu'au mix, mastering, je sens que c'est à moi. À partir du moment où je dois délivrer les masters, je sais pas, mais j'ai une sensation comme si on m'a pris quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Quand on m'envoie, j'ai envoyé la playlist à tel, j'ai envoyé l'album à tel, alors qu'il est pas encore sorti. Parfois j'ai envie de dire, mes ça gars, m'énerve, ça. j'ai envie de dire, mes gars, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'adores, tu vois? Alors qu'au fond, non, tu vois, c'est juste le boulot, en fait, c'est juste le boulot. Ouais. Donc, parfois, tu mais vois, je suis un peu plus dans la maîtrise. Est-ce que ça devrait nous appartenir déjà? Je sais pas si ça devrait nous appartenir. Non, moi je lance vraiment ce débat parce que je trouve que c'est bien, vous avez fait la distinction que je voulais faire après entre la culture et l'industrie et du business. Parce que je pense que ce qui est arrivé aussi, où le rap est arrivé aujourd'hui, et des gens se plaignent aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a eu tout ça qui s'est passé, tu vois, au niveau du business. Tu vois, c'est une réalité qu'on peut pas enlever. Mais quand je dis est-ce que ça devrait nous appartenir, c'est-à-dire que je voudrais pas que que le rap paraisse noir et les blancs qui font du rap genre ne sont pas les bienvenus. Ah ouais, non, ça jamais. C'est parce qu'il y a des gens qui vont le prendre au pied de la lettre au pied de la lettre comme ça. C'est plutôt la culture noire et ce qu'elle est, l'histoire noire et ce qu'elle est, et en découle certaines musiques, une certaine culture dont le rap se fait réapproprier maintenant par d'autres communautés qui ne reversent pas financièrement et au niveau des lauriers de reconnaissance à la base du hip-hop qui est la black culture. Et d'où vient vraiment cette musique, tu vois, d'où vient pas même le zouk. Quand le zouk est mainstream en France, mais le zouk fait par les Antillais ne l'est pas, c'est un peu le même débat. Enfin, le zouk fait par et des artistes que j'aime beaucoup, par Aya, par NASA, par Hamza, plein d'artistes. C'est très bien fait. Il est accepté, mais le zouk fait par Fanny, par Stoney, par Jean-Michel Routin ne l'est pas. Tu vois, donc c'est à chaque fois qu'on se demande à qui appartient quoi. C'est vrai. Et est-ce que ça devrait appartenir que à une partie ou à tout le monde, tu vois? Ça, c'est un vrai débat. Ouais, c'est un débat C'est un vrai débat. On peut aller loin. Ouais, c'est un vrai débat, on peut aller loin. C'est- Donc là, maintenant, on va lancer la playlist de Kalash. Franchement, tu m'as fait plaisir. Ah, merci. Dedans, t'as mis Speakers Knockers. Ah ouais. Ça, c'est vraiment des meilleurs sons. Vraiment, il n'y a rien à dire des J'aime tellement 14 ce son. années. Ah. Je sais pas si vous le connaissez, vous. Vous connaissez pas? Non, Darly non. tout. On Vous va allez l'écouter. découvrir. Hein. Ouais, vous allez découvrir. Ouais, merci beaucoup Kalash pour cette playlist. Hein. Merci. Dernière chanson, ça met bien. Ouais, la dernière, ça s'est bien clôturé. Ouais. À l'image finalement aussi de tes projets, hein. Merci frère. Afro-caribéen en majorité, mais il y a toujours une pointe de hip-hop et puis un Yes. truc un peu imprévu comme ça qui les attrape à un moment donné. Exact. Les gars, l'émission va toucher à sa fin. Et respect aux enchaînements aussi. Hein. Merci beaucoup. Un enchaînement très très noir. Merci beaucoup les gars. Donc là, on va arriver à la question face à face. J'espère que vous avez réfléchi. Tiens, j'avais oublié. Ah ouais, gars. Donc, on va commencer par Kobo. Des questions pour Kalash et pour Dems. Moi d'abord j'ai une question pour vous deux. Je peux poser une pour tous les deux? Ouais, tu peux. En fait, quand je vous vois, moi, tu vois, je vois quand même comme des modèles, hein, modèles de réussite, tout ça. Et je me dis, quand on arrive à ce niveau, en fait, est-ce que la passion a toujours la même intensité ou on est plus dans un délire où le business a pris trop de place et ça devient une lutte constante, tu vois, pour rester connecté vraiment à l'énergie du début, quoi. Moi, plus le temps passe, plus la passion prend de la place. Parce qu'il arrive un moment où tu prends la décision d'être maître à 100%. Donc la passion prend plus de place quand tu sais maintenant où tu veux aller. Tu sais pas ce que tu vas créer, mais en tout cas tu sais ce que tu vas pas créer.
Et moi, la passion a repris plus de place qu'avant maintenant. Avant, je voulais, au début, faire impressionner, kicker, chanter aigu, ou, tu vois, être dans la performance. Ouais. Mais là, c'est vraiment plus vraiment... Je veux plus faire un son, je veux faire une chanson. Ok. Et je fais vraiment la différence entre les deux. Faire un son et une chanson. Là, c'est plus un tune, là, c'est une chanson. C'est un truc que, même si pas grand monde aimera, mais moi, ça me fait, dans ma voiture, je l'écoute et je souris intérieurement. Là, la passion a pris, selon moi, a pris plus de place qu'avant. Ok. Moi, c'est marrant parce qu'on parlait de ça avec Santos pendant le clip Fumée épaisse. Moi, je vois ça plus comme une relation. Comme ça, je vois la passion comme une... désolé, ma réponse est un peu métaphorique. Non, vas-y, gars. Mais je vois ça comme vraiment une relation. Comme si t'es avec, on va dire, ta femme ou un truc. Et à chaque fois, tu dois toujours rendre ta passion passionnante. En fait, Entretenir ça. C'est plus ça. Je crois que le niveau ou autre, pour moi, je le vois même plus comme ça. Parce qu'au début, j'avais d'autres choses aussi. Tu peux être infidèle à ta passion. Tu vois ? Tu peux, à un moment donné, plus sortir la night et moins écrire. Ou être plus, on va dire, fébrile comme ça, où tu commences à négliger ta passion. Tu peux lui être infidèle. Tu peux commencer à préférer d'autres choses ou un truc comme ça. C'est plus ce rapport-là que j'essaie toujours d'entretenir pour qu'elle soit juste devant tout le temps. Parce que, en soi, les mêmes trucs que tu vas trouver dans la réussite, tu les as aussi au tout début, en fait. Cette pression d'avoir, je sais pas moi, une session studio où tu dis, je vais seulement zapper, ou je vais cette rime ici que je vais pas vraiment faire, ou un truc. Pour moi, c'est les mêmes choses, c'est juste des différentes choses, mais finalement, ce sont les mêmes combats, tu vois. Ce sont les mêmes combats. Moi, c'est plus ça que je vois. J'essaie toujours de l'entretenir, mais peu importe, je crois que tu as toujours juste ce même combat. Je crois que dans 20 ans, ça sera une autre forme, mais ça reste toujours ce même combat, rendre ta passion passionnante, en tout cas pour moi. Ok. Merci beaucoup, Kobo, pour ta question. Autour de quel âge? Alors, Kobo, j'ai une question. J'ai découvert ta cover. Et moi, je la traduis comme quelque chose de mélancolique, mais je ressens un mystique dedans. Donc, j'aimerais que tu m'expliques l'inspiration de ta cover. Yeah. La cover de Anna Genèse. Ouais, en fait, si tu veux, la cover, en fait, elle est censée symboliser une renaissance, en fait. Donc, je suis là, présent sur la photo, je suis debout. Il y a moi, la version adulte, superposée avec l'image de moi, enfant, tu vois, qui a un casque sur les oreilles et un Walkman dans les mains, tu vois. Et je voulais représenter un peu, voilà, cette renaissance et cette évolution pour montrer un peu que j'ai changé, j'ai évolué, mais en même temps aussi, je suis toujours le même. Tu vois ce que je veux dire, en mode, je suis toujours le même enfant, tu vois, mais sous une forme adulte avec de nouveaux traits de caractère, d'une nouvelle manière de voir le monde, tu vois. Donc le même moi, mais juste un différent mindset, tu vois. Après, t'as le casque sur la photo d'enfant qui rappelle toujours que le moteur, ça a toujours été la musique, tu vois. C'était déjà là. Ouais. Voilà, c'était déjà là depuis le début. Donc peu importe ce que je vis maintenant, il faut que je garde justement cette énergie d'avant. Et ça rejoint un peu la question que je vous posais par rapport à la passion, quoi, tu vois. Ok, elle est lourde la cover. Merci. C'est très lourde, ouais. Merci, mon gars. Pour Dams, je pourrais lui poser 1000 questions, mais je vais faire plaisir à tes supporters. Est-ce que tu penses... est-ce que tu as envie de faire un Stade de France, par exemple? Parce que là, quand t'enchaînes 1, 2, 3, 4 Bercy, je pense qu'un Stade de France serait facilement à ta portée, mais est-ce que tu en as déjà l'envie avant de vouloir le faire, quoi, de le faire? Acoustiquement parlant, c'est de ça que je parle, d'acoustiquement parlant. Les stades, les trucs en plein air, c'est... Sauf si demain, il y a ou si Jules ou n'importe qui me dit, ah non, il y a du son... si t'es un garant. Voilà, qu'on peut vraiment me dire que les gens qui sont derrière peuvent vraiment écouter le son d'une certaine manière, mais je trouve que... Enfin, j'ai jamais été dans un stade en soi, mais les retours que j'entends toujours des stades, c'est... acoustiquement parlant, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, et je me dis, finalement, tu viens au concert quand même pour avoir la vibe. Si t'es à des kilomètres de l'artiste et que t'as pas la vibe parce que le son il est pas bon, je sais pas. Maintenant je dis ça, non, je pense pas que je changerai d'avis. Si vraiment j'arrive à faire en sorte que le son soit assez bon
entre guillemets. Ah ouais, pourquoi pas. Mais c'est plus le son. Okay. C'est vrai qu'on m'a dit ça. Les gens qui ont été voir Beyoncé ont eu un peu le même retour sur la qualité du son qui était. Ils sont pleins de la qualité du son. Hein. Ouais. Ah, tu vois. Par rapport au stade. C'est ça le truc. Je sais pas si à moi d'amener ses haut-parleurs soi-même. Moi, franchement, Jules, c'est possible. Ah ouais. Jules réfléchit. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Et toi, Dems, quelles sont tes questions pour Kobo Kalash? Normalement, c'est les invités. Non, Fabien. Moi, il m'en reste une. Hein. Ah, j'avoue, tu peux la poser. Moi, celle-là, c'est pour Kalash. J'ai vu que t'as fait un post sur ton Insta où t'as dit, genre, mon meilleur album sort, puis t'as donné la date, c'est le 29. C'est rare, en fait, d'entendre un artiste dire qu'un album est son meilleur, tu vois, dans l'optique où un artiste fait toujours mieux, tu vois. Aujourd'hui, tu peux dire c'est le meilleur, puis demain, tu fais une dinguerie, tu te dis, finalement, c'est celui-là, tu vois. C'est le meilleur pour moi pour l'instant, mais ça rejoint ce dont on parlait au niveau de la passion. C'est-à-dire, quand je l'ai fait, j'étais vraiment content des morceaux, j'étais content de la création. La création me rendait heureux. C'est-à-dire, je voyais pas les heures passer, j'étais sur un fuseau horaire complètement unique, je sais pas... C'est le jour, la nuit, ça comptait plus ça. Okay. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je disais c'est mon meilleur album. C'est juste pour ça, hein. C'est pas au niveau hit ou tel média nous a dit ça ou tel clip ou tel feat, c'est vraiment ton ressenti, quoi. Mon ressenti pendant la création. Je me disais là, je retrouve la sensation que j'avais au début. Donc je dis ça c'est mon meilleur album parce que c'est celui-là que j'écoute et que je skip aucun son déjà et je suis fier de le défendre en promo. Moi, j'aime pas faire la promo. Trop longue. Mais là, je suis content. À chaque interview, je suis content. J'ai envie qu'on me demande des trucs sur l'album. C'est pour ça que je dis c'est mon meilleur album. Est-ce que tu le compares à tes albums précédents ou bien? Moi, non, mais les gens me comparent beaucoup mes albums avec celui d'avant. Les gens aiment toujours le premier. Ils te disent Chaos, mais ils en ont pas fait un succès plus gros que celui de... Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça. Mais ils te mettent une pression, refais-nous du Chaos, machin. Je vais pas faire du Chaos, j'ai 33 ans, Chaos j'avais 25 je crois. Et après tu sais, t'as des choses, t'as Bendo qui plane. Après Bendo, il y a beaucoup de gens se sont dit, il peut pas aller plus haut. Mais Mwakamoun... Tu peux toujours. Et Mwakamoun, c'est un truc qui a plané sur ma vie d'artiste, mais... comme Voldemort, quoi. C'est-à-dire, même les labels te disent, refais un Mwakamoun. Les gars, si on pouvait commander un Mwakamoun ou un feu de bois, comme ça, on en ferait des albums complets. C'est pas comme ça. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Quand vous avez fait Mwakamoun, c'était calculé ou c'était truc? Parce que quand tu vois un succès comme ça, tu te dis, waouh, ça doit te suivre. Même les paroles de Mwakamoun, toute ta carrière. Aussi big, écoute, les paroles, c'est un peu d'herbe dans la bouche, versus elle s'est pas trompée, mais la musique a transporté tout, c'est un tout, quoi. Et on n'a pas été joué sur les grosses radios, hein. Mais malgré ça, c'était le plus gros son. C'est lourd. Ça touche à sa fin. Là, j'ai une dernière question à vous poser. Kalash et Kobo, quel conseil donneriez-vous à votre vous de 17 ans? Moi, ce serait fais attention à toi, avant tout. C'est-à-dire, j'étais très dans les autres, générosité, même quand j'ai pas envie d'aller là, la famille, des gens toxiques. Genre, vraiment, pense à toi avant tout. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait du mal? Et à partir de là, choisis. Mais ça va vite, les années passent vite. Donc 17 ans, si un action de 17 ans, il dit j'ai hâte d'avoir 18, 20, profite. Profite. Parce que pour moi, c'est les meilleures années, c'est là. J'avoue. Et toi, Kobo? Moi, je dirais, fais les bons choix. Fais les bons choix, parce que quand on est jeune, on est très dans l'émotion, tu vois. On suit un peu la vibe du groupe, les amis, les femmes, les trucs. On est très dans... On fait les trucs juste comme ça, par feeling, tu vois. Sans se rendre compte que c'est les choix qu'on fait à cet âge-là qui déterminent en grande partie ce qu'on sera dans 10 ans, tu vois. Donc, fais les bons choix. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et faites pas d'enfants à n'importe qui. Belle conclusion. Bien placé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, les gars. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci, cool. Merci en tout cas. Je voudrais dédicacer cette émission à notre ami Ricky Rondo qui nous a quittés, notre frère. À son âme. Donc on va finir avec un morceau à lui qui s'appelle Cordon. Big
Big up à tous. The V Radio, épisode 4, c'est fini. Ciao.